C'est bon. Menton. Eh bien, c'est parti. Donc, dernier rendez-vous de la journée ici sur la scène de l'Estrade pour cette 10e édition de Big. Je crois qu'on va finir en beauté. Voilà. Non, vous allez voir dans un instant, ça va être exceptionnel. On va repartir à la découverte de belles innovations, hein, l'innovation notamment dans la filière laitière, en particulier dans le cadre de la transition écologique. Et on s'est saisi d'un exemple qui s'appelle Miltech, cette plateforme qui connecte petites et grandes boîtes en direction de la décarbonation du secteur. Et c'est vrai que vous ne l'imaginez peut-être pas, il y a de l'IA dans vos produits laitiers, bien sûr. Oui, les startups, les champions du lait et les talents de demain construisent ensemble l'avenir de l'industrie laitière. Et on va tout vous dire pendant une demi-heure. Hein. Vous verrez que même si vous n'appartenez pas à ce secteur, hein, peu ou prou, bah vous êtes concerné. On essaiera de vous donner la parole, évidemment, bien sûr, n'hésitez pas. Alors avec nous, il y a François-Xavier Huard. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir. Vous êtes le président, directeur général de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Puis à vos côtés, Louis Chavannes. Bonsoir Louis. Bonsoir. Louis Chavannes, Sales Development Représentatif chez Carbon Maps. Un mot chacun sur vos entreprises. Hein, l'AFNIL, c'est quoi un peu l'état des lieux? Vous êtes le porte-parole des entreprises laitières privées. Ça pèse quoi? Alors l'AFNIL, c'est une centaine d'entreprises adhérentes, hein, des leaders mondiaux, des entreprises de taille intermédiaire et également 80% de PME implantées dans tout le territoire. C'est 36 000 salariés, 300 laiteries et fromageries dans tout le territoire, proches des éleveurs, et à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires France et 40% à l'export. 40% export. Ouais, bravo la filière laitière française. Voilà, on a tout pour gagner justement grâce à des filières comme les vôtres. Carbon Maps, alors cofondé par Patrick Azdaghi il y a 2 ans, c'est une plateforme de comptabilité environnementale pour le secteur alimentaire, mais plus. Exactement. En fait, nous, chez Carbon Maps, l'objectif, c'est d'être un tiers de confiance entre les différents acteurs de la chaîne, de réconcilier les agriculteurs avec les industriels jusqu'à la grande distribution, et du coup, d'être la personne qui va garantir que les données qui vont traverser tout cet écosystème sont à la fois justes, fiables et surtout qu'on ait la capacité à valoriser les bonnes pratiques sur base scientifique. On va rentrer dans le détail dans un instant avec tous les deux. Alors François-Xavier, d'abord, qu'est-ce que c'est que Miltech que vous avez lancé en début d'année, hein? C'est tout jeune, hein, c'est tout récent comme réalisation. Alors c'est quoi? Alors on est au bon endroit en fait pour le savoir parce que juste au-dessus de vous, vous avez le beau coq de la French Tech. Et comme on était très jaloux de voir des beaux coqs et on est fiers de nos belles vaches, on s'est dit on va faire la même chose, la Miltech, mais au lieu d'avoir le coq, on va avoir une vache. Et plus sérieusement, en fait, on s'est rendu compte que la marche à monter pour la transition écologique, elle est importante et on est bien placé pour le savoir puisqu'on est au cœur des territoires, à proximité des éleveurs et les conséquences du réchauffement climatique et de l'impact des évolutions environnementales, on les voit en première loge. Et lorsqu'il y a eu la sécheresse en 2022, on a eu moins 10% de collecte laitière en 2 mois. Donc ces sujets-là sont des sujets de préoccupation brûlants, bien sûr, imminents, d'urgence. Et donc on s'est dit comment on va faire. Il va falloir qu'on essaye de trouver dans l'innovation des leviers pour nous aider à passer à l'échelle, massifier des solutions. Et donc il faut qu'on crée, nous à la Fédération, cet espace où des industriels laitiers où des startups vont pouvoir se rencontrer et vont pouvoir lancer des projets et des actions. C'est une plateforme qui connecte des startups avec des entreprises laitières en l'occurrence, pour créer toutes sortes de synergies innovantes. Hein. C'est ça. Alors en fait, au début, c'était un prix, et puis après, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose de plus large. Donc on a créé ce qu'on a appelé l'écosystème tech le plus laid de France, et on en est fiers. Le plus laid, L-A-I-T, bien entendu, jeu de mots. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez alors à l'intérieur de Miltech? Qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, tout ce qui concerne la transition écologique, donc décarbonation, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion des emballages, process alimentaire, toutes les solutions qui peuvent être utilisées, on fait revenir des startups, c'est-à-dire qu'on a identifié d'abord toutes les startups, donc c'est simple, on a pris le listing BPI qui est très bien fait, on s'est dit tiens, on va les contacter une après l'autre parce qu'elles ne nous connaissaient pas. Et maintenant, en fait, elles viennent par elles-mêmes et elles viennent nous voir en disant est-ce qu'on pourrait présenter votre projet? Souvent, ces deux mondes ne se connaissent pas. Exactement. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une sorte de go-between comme BPI France, bien sûr. Et puis, alors, le distanciel, c'est bien, mais le présentiel, c'est mieux. Et donc, on organise des espaces de rencontres. La dernière fois, c'était au Salon de l'Agriculture. On en a fait à Station F. On retourne à Station F le 26 novembre pour faire un grand événement, pour faire l'évolution. C'est-à-dire, on est en train de... La Miltech fait ça, l'évolution. Décidément, jeu de mots partout. On aime bien rigoler. Et en fait, voilà, on crée des espaces où
par thématique, on arrive à créer ces relations-là. Ensuite, les contacts se font entre les entreprises. Nous, la fédération ensuite laisse les projets se développer. On refait un tour après, on revient un an après, on regarde comment les choses sont mises en place et on voit si on peut essayer de passer des choses à une échelle beaucoup plus vaste. Ouais. Et vous, Louis Chavannes, c'est quoi l'apport de Carbon Maps justement dans cet attelage que vient de nous décrire François-Xavier ? Du coup, notre apport, c'est vraiment de valoriser tout le travail qui a été fait en amont par François. C'est-à-dire que ici, on est en France et on a la chance d'avoir un très bel écosystème tech qui va permettre à toutes ces entreprises d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'eau, d'économiser des déchets. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de comptabiliser d'un point de vue carbone, d'un point de vue eau, toutes ces avancées. Juste une petite parenthèse pour expliquer un peu comment fonctionne. La manière dont on fait de la comptabilité environnementale, on peut partir avec des facteurs d'émission qui sont moyens, qui passent de bases d'inventaire type Agribalise, EcoInvent, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ces bases de données n'apportent pas de différenciation. Et du coup, l'objectif, c'est de sortir de ces bases qui sont génériques pour refaire de la modélisation de filières. Et c'est ce que Carbon Maps va faire. Et c'est là où, du coup, on va pouvoir apporter de la différenciation de pratiques agricoles vertueuses. Et donc, du coup, une fois qu'on a identifié ces pratiques, l'idée, notamment via la FNIL, c'est de les répandre vers tout l'écosystème en France et voire même dans le monde pour créer une filière qui va être à la fois résiliente d'un point de vue économique et écologique. Oui, comment vous travaillez concrètement, précisément, Louis, chez Carbon Maps comment vous utilisez vos modèles scientifiques et quelque part, comment vous arrivez à quantifier l'impact environnemental, puisque c'est bien ça ce dont il s'agit. Hein. Alors, imaginez un yaourt. Ouais. Imaginons un industriel qui a des centaines, voire des milliers de yaourts. On va pratiquer ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, qui était de base une méthodologie qui était faite par des cabinets de conseil où juste une ACV allait vous prendre plusieurs milliers d'euros et plusieurs mois. Et nous, en 3 semaines, on est capable de faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'ACV d'un coup. Et à partir du moment où en fait, on essaie d'identifier le 20-80 de l'impact, on va cibler les yaourts qui pèsent le plus et les producteurs qui pèsent le plus, et là refaire de la modélisation afin d'apporter de la différenciation comme je l'expliquais au préalable. Le yaourt concrètement, vous en faites quoi et vous regardez quoi comme indicateur? Parce que j'imagine il y a toute une série d'indicateurs sur un yaourt, puisque c'est l'exemple que vous avez choisi. Très bonne question. En fait, quand on parle d'analyse du cycle de vie, on ne parle pas uniquement de carbone. On parle d'eau, on parle d'eutrophilisation, on parle de déforestation. Et du coup, c'est ces multi-indicateurs qu'on va regarder pour faire de la prise de décision d'un point de vue environnemental. Oui. Et d'ailleurs, sur les yaourts, des fois, dans des yaourts, il y a du lait, mais il peut aussi y avoir du chocolat. Et donc, du coup, sur un client, on va aussi remonter toute la chaîne de valeur en parlant à des Brecalbo et ce genre de choses. Ce qu'il faut préciser quand même, François-Xavier Huard, vous qui présidez la Fédération nationale des industries laitières, l'empreinte environnementale de notre alimentation, elle vient principalement de la production. Et l'exemple choisi par Louis n'était pas innocent, je veux dire, avec le yaourt. Non, je me trompe ou pas? La majorité de l'impact environnemental provient de l'agriculture. Ah, alors allez-y, François-Xavier et ensuite Louis. Alors, effectivement, dans la filière laitière, 80% on va dire des émissions viennent de ce qu'on appelle en termes barbares le scope 3, c'est-à-dire l'amont et les éleveurs. Les sous-traitants. Mais, et c'est là où c'est important, en fait, on est persuadé que l'élevage est également une partie de la solution. Eh ben oui. Ouais. Il est souvent présenté comme un élément du problème, Non. mais en fait, sans élevage, vous n'avez pas de prairie. Non. Sans prairie, vous n'avez pas de puits de carbone. Vous n'avez pas de haies. Vous n'avez pas d'endroits où la biodiversité peut continuer à se nicher. Bien sûr. Donc on est persuadé, et en fait les laiteries, les fromageries que je représente sont au quotidien, travaillent avec les éleveurs partenaires auprès desquels ils collectent le lait, aussi sur ces aspects-là. Et tous les jours, on a des techniciens qui viennent dans les exploitations aider les éleveurs à travailler ces sujets-là, faire des diagnostics, des plans d'action et à améliorer leur impact environnemental. Bon, Louis, alors, vous n'étiez pas trop d'accord? Ah non, moi j'étais pas d'accord sur le fait que la majeure partie de l'impact environnemental vient de la transformation. François-Xavier a complètement raison, ça vient majoritairement de l'agriculture. Et c'est là en fait l'atout et l'avantage de Carbon Maps, c'est que nous en fait on va par exemple calculer l'impact du lait et après on va réussir à remonter à travers les éleveurs en étant tiers de confiance dans la chaîne pour récupérer des données pour justement que toute la chaîne puisse se parler. C'est ça, vous appuyez sur des sciences, vous appuyez sur des datas et vous allez créer quelque part des liens entre les différents acteurs pour aider quelque part l'industrie à faire sa transition, à faire sa transformation. C'est de la réassurance en fait, pour répondre sur le sujet. Enfin, on a plusieurs acteurs dans la chaîne, on a des éleveurs, on a des industriels, des laiteries, des fromageries, on a des distributeurs, des grossistes et derrière un consommateur. Et en fait le consommateur maintenant il veut savoir quasiment, il va avoir la photo quasiment de la belle vache
auprès lequel le lait a été collecté et traité. Et du coup, Carbon Maps, en fait, permet de faire ce tiers de confiance et cette réassurance. C'est ça qui est intéressant. Avec la garantie d'une transparence. Avec de la data, avec des éléments très scientifiques et qui nous permettent de dire, nous, auprès de nos clients distributeurs et les éleveurs par rapport à nous, de dire, OK, voilà mes données et voilà comment je m'engage, moi, à te livrer un lait qui sera décarboné, qui aura des baisses en méthane et qui permettra d'avoir du bien-être animal, etc., etc. Et toujours pour établir des passerelles entre les différents acteurs. Ce que vous voulez faire, c'est créer quelque part des lieux de contact, des espaces de contact. C'est des espaces de contact et surtout faire en sorte que des solutions comme celle de Carbon Maps passent à une échelle beaucoup plus large et nous permettent d'assurer cette résilience économique et environnementale. Parce qu'on a un enjeu environnemental, on l'a évoqué, mais l'enjeu économique et la question de la rémunération des maillons des filières alimentaires et en particulier des éleveurs est un sujet particulièrement brûlant. Louis. Pour rebondir sur ce que vient de dire Xavier, le fait de pouvoir comptabiliser écologiquement des bonnes pratiques, au bout d'un moment, ça va revenir sur le côté financier, dans le sens où une laiterie, des éleveurs qui mettent en place des pratiques agroécologiques seront capables après d'aller voir des industriels pour mieux négocier certains prix, parce que justement, ça réduit leur partie Scope 3. Juste pour revenir sur Carbon Maps, nous, on est vraiment un outil qui fait le lien entre les outils, mais surtout un outil de prise de décision opérationnelle, où, par exemple, si on équipe un grand industriel, on va équiper les achats, on va équiper la R&D, on va équiper la RSE pour qu'au quotidien, ils puissent prendre des décisions pour diminuer leur impact à travers leurs partenaires. C'est un outil de prise de décision. C'est un outil de prise de décision qui fait aussi le lien entre les acteurs. Et comment l'écosystème Miltech aide-t-il les startups à se connecter avec des entreprises établies justement pour innover ensemble? Ça concerne combien de startups? Parce que là pour l'instant on a Carbon Maps avec Louis Chavannes qui se trouve sur scène ici, il y en a d'autres? On a à peu près une trentaine de startups qui soit sont venues par leurs propres moyens, soit parce qu'on les a identifiés, ou alors on a des partenaires, notamment on travaille avec Microsoft qui a un incubateur à Station F sur l'agroalimentaire et sur les aspects agricoles. Et les sujets en fait d'application sont vraiment très variables. On travaillait notamment avec une startup qui fait de l'intelligence artificielle. Alors, vous évoquiez le fait qu'il y avait de l'IA dans nos produits laitiers. Ben oui, effectivement. Par exemple, dans le nettoyage. Alors, une laiterie, ça a besoin de proposer des produits laitiers sains et de qualité. Le sanitaire est un sujet énorme. Et donc, entre deux lignes de production, quand vous faites par exemple du lait de brebis et après vous faites du lait de chèvre, vous devez appliquer un nettoyage. Et ce nettoyage-là, en fait, on peut l'optimiser. Il y a une start-up qui nous aide là-dessus en faisant un jumeau numérique de la laiterie, en y injectant de l'IA et en diminuant le temps de nettoyage, la quantité de produits utilisés et on va dire l'heure à laquelle c'est lancé pour justement limiter l'impact énergétique. Donc ça, c'est des choses qui existent actuellement et sur lesquelles on essaye de développer l'utilisation par nos adhérents. Louis Chavannes, Carbon Maps, d'autres exemples? Sur la collaboration, en fait, un des grands avantages de la FNIL et de l'écosystème français, c'est qu'ils sont connectés à tous nos potentiels clients ou prospects. Et à partir de ce moment-là, ça nous permet d'avoir des intros qui sont absolument géniales. Et pour ça, je remercie François-Xavier. François-Xavier, je rebondis juste parce que ce que vous disiez tout à l'heure, que l'agriculture, quelque part, était une terre de décarbonation, une terre de tech. Donnez-nous d'autres exemples, justement. On en a eu tout à l'heure en début d'après-midi, donc c'était passionnant avec l'exemple de Ineso avec Cisco, voilà, dans le domaine de l'élevage. Alors, sur la gestion de l'eau est un sujet éminemment important. Oui. On a une capacité en plus, nous, naturelle, dans le lait, de pouvoir récupérer de l'eau. C'est que le lait, c'est 88% d'eau. En fait, quand vous avez du lait, c'est 88% d'eau. Et actuellement, la réglementation a évolué, donc on peut maintenant réutiliser de l'eau. Et on a un potentiel de réutilisation de l'eau qui est énorme, puisque c'est à quasiment 11 millions de mètres cubes par an. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Lille ou Rennes, annuelle. Et donc, on a mis en place, nous, des systèmes de réutilisation de l'eau avec une start-up qui est dans l'Hérault, qui s'appelle Coldep, et qui fait de la réutilisation de l'eau à partir d'un brevet Ifremer. Ils ont développé un brevet. Comment ça fonctionne, que je comprenne bien? En fait, au lieu de faire de la réutilisation dans des grands bassins de rétention d'eau classiques, et on va dire dans des stations d'épuration, ils ont un système qui est système sur la base d'air comprimé. Alors, ne me demandez pas, moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais globalement, c'est de l'air comprimé, c'est des bulles qui viennent récupérer, on va dire, les résidus et qui donc utilisent beaucoup moins d'eau
peu de foncier parce que c'est une colonne qui est comme ça, verticale, et qui permet, qui a un très très fort taux de transformation de l'eau en une eau quasi pure, et donc qui peut être réutilisé derrière pour dans des chaudières, dans du nettoyage de nos installations et autres. Et donc ça, c'est un enjeu majeur parce que demain, cette eau-là qu'on prélève actuellement sur les réserves naturelles, demain, si on ne peut plus la prélever et qu'on la redonne dans le milieu naturel, et notamment pour nos éleveurs partenaires, je pense que c'est un grand avantage qu'on pourrait faire. Il y a la capture du carbone dans le sol aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a aussi des pompes à chaleur. Nous, alors on a des entreprises aussi qui font beaucoup de poudre de lait. Et donc, pour faire de la poudre de lait, il faut chauffer à des températures très fortes. Très élevées, ouais. Et actuellement, donc, ça a nécessité beaucoup d'utilisation d'énergie fossile. Maintenant, on a trouvé des pompes à chaleur beaucoup plus efficaces là-dessus, qui peuvent arriver à des températures suffisantes pour faire de la poudre de lait, tout en limitant leur impact énergétique. Donc ça, c'est un autre aussi exemple d'application. Louis Chavannes, clairement, c'est une terre d'innovation, là. Enfin, je pense que beaucoup de ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent, évidemment, ou qui revoient, évidemment, cette séquence, découvrent tout ça. Ah, mais c'est complètement surprenant. En fait, on a quand même l'avantage en France d'avoir un esprit pionnier sur ce type de filière, et le fait d'avoir de plus en plus de startups qui essayent de diminuer les consommations d'énergie. Maintenant, au bout d'un moment, ce qu'il faut, c'est les valoriser. Et c'est ce que nous, on fait. En fait, typiquement, si on prend du lait sur des bases de données, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais d'inventaire, on va dire, voilà, donc c'est 1,12 kg de CO2 par litre de lait, c'est tant d'eau. Bah, avec les exemples de François-Xavier, ce n'est plus vrai, et on est capable de comptabiliser exactement toutes les diminutions d'impact qu'on est capable de faire. Et au bout d'un moment, et on s'en rend compte de plus en plus dans la RSE de manière générale, c'est que la RSE, c'est du extra-financier. Et le extra-financier, il va se coupler au financier, notamment dans le cadre de la CSRD. Pareil, je n'ai pas encore rentré là-dedans. Mais au bout d'un moment, ça aura des vraies conséquences monétaires. Et, des conséquences monétaires. On voit que les métiers changent. C'est une façon aussi d'attirer, peut-être, de renouveler un petit peu le personnel, les collaborateurs, d'attirer les plus jeunes. C'est sûr que la filière laitière, on est partagé entre l'image d'Épinal et on va dire un peu Martine à la ferme, ou un peu l'image de l'industrie lourde. Voilà. Donc ça a bien changé, heureusement. Et en fait, demain, de dire qu'on a besoin de spécialistes en sobriété énergétique, de sobriété hydrique, de spécialistes de data scientists, demain, on a besoin, même aujourd'hui, on a besoin de data analystes dans nos entreprises et dans nos laiteries, nos fromageries, parce que la data, et Louis l'a très bien évoqué, va être un élément crucial de notre transformation. La transition agroécologique de tous les acteurs, ça se compte en milliards, que ce soit les laiteries ou que ce soit les exploitations laitières. Et comme on y croit, il va falloir qu'on aille chercher cet argent-là. Et comme le consommateur, on le sollicite un peu déjà, parce que la rémunération des éleveurs aussi, c'est important, la rémunération des autres maillons de la chaîne. Mais il faudra aller trouver d'autres leviers d'action. Et c'est aussi par cette valorisation des bienfaits de l'élevage et des filières alimentaires qu'on pourrait y arriver. La notion de valorisation, justement, tiens, Louis et puis François-Xavier, quelles opportunités pour d'autres secteurs en dehors de la filière laitière, quelque part, comment ces innovations peuvent servir, peuvent inspirer d'autres industries, quelque part. Qu'est-ce que vous êtes capable de leur apporter? Louis Chavannes, Carbon Maps. Alors, ce qu'on fait sur le côté industrie laitière, on le fait absolument sur toutes les filières alimentaires et voire plus. Parce que pour un petit peu de contexte, nous, un de nos premiers clients, donc c'est Leclerc, et on commence à avoir d'autres retailers français, voire internationaux. Et à partir du moment où on va scorer 100 000 produits alimentaires, ce qui va suivre ensuite, ça va être les ordinateurs, ça va être le DPH, ça va être la cosmétique. Et au final, l'équation, ça va être la même. Ça va être comment remonter dans la chaîne de valeur pour identifier qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions de résilience. Et ce qu'on est en train de faire avec l'industrie laitière, c'est exactement ce qu'on va faire sur à peu près tous les produits d'ici quelques mois, parce que Carbon Maps a déjà commencé son internationalisation. L'idée, c'est comment on valorise les pratiques et comment on les transforme en business. Ce qui est possible pour le lait, on peut le faire finalement ailleurs. Complètement. Complètement. François-Xavier. C'est la même idée, en fait. Les laiteries et les entreprises que je représente sont aussi diversifiées. Certaines font de la production végétale, d'autres ont d'autres activités, que ce soit dans la charcuterie, dans le chocolat ou autre. Et donc, en fait, la transposition peut aussi être faite sur ce type d'activité. Et de la même façon,
un élevage laitier. Enfin, le modèle français, c'est le polyculture élevage, hein, c'est-à-dire que l'éleveur essaye de gagner son autonomie, notamment dans l'alimentation de ses bêtes, et fait souvent de l'élevage, un atelier viande à côté. Et donc, le croisement des données se fait souvent à l'hectare près. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est en train de tracer ici avec Carbon Mats et avec d'autres startups, de pouvoir échanger avec d'autres filières ou d'autres interprofessions sur le sujet. Et c'est une façon aussi de montrer une nouvelle fois que cette décarbonation qu'on souhaite tous, évidemment, vers laquelle on essaie de tendre, elle sera collective ou elle ne sera pas. Et on voit par exemple comment vous êtes associé avec une jeune entreprise, start-up Carbon Maps. Louis, François-Xavier, allez-y. Dans l'environnement, il y a un vrai sujet de compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des gens, un retailer ou un industriel, ou potentiellement, quand il va y avoir des négociations achats, ils ne vont pas s'entendre. Mais sauf qu'ils vont avoir besoin d'acteurs qui vont être sur le côté, qui vont récupérer leurs données, notamment déjà pour pas faire le travail 15 fois. Parce qu'au bout d'un moment, les fournisseurs ils reçoivent des milliers et des milliers de questionnaires. Et au bout d'un moment, il va falloir en fait une sorte de base, de tiers de confiance, qui récupère tout ça, qui calcule pour qu'on mette tout le monde sur la même page et qu'on puisse embarquer tout le monde. Parce qu'au final, c'est quand même notre affaire à tous. François-Xavier. J'ai l'habitude de dire qu'on est interdépendant en fait, dans la filière laitière. Donc sans éleveurs et sans producteurs de lait, on n'a pas de produits laitiers. Et si on n'a pas de laiterie, on n'a pas non plus la valorisation de cette belle matière première qu'elle l'est. Et en particulier dans la filière laitière, il y a une grande mise en commun d'un certain nombre de sujets. Et donc on ne réussira pas à monter cette marche que j'ai évoquée ensemble si on n'y va pas collectivement. Donc, au-delà des intérêts business, il y a un moment donné, il y a business, il y a des contrats, il y a des choses comme ça. Mais sur des efforts de cette nature-là, avec de telle ampleur, je pense que tout le monde est conscient qu'il faut y aller collectivement. Bien sûr, y aller collectivement. Quels conseils vous pourriez donner, par exemple, vous, François-Xavier Huard, à la tête de la FNIL, justement, pour créer un écosystème d'innovation qui associe entreprises, des grandes, des plus petites, hein, bien sûr, des financeurs, des institutions publiques, j'en sais rien, justement, avec ce but d'une lutte collective contre, évidemment, le changement climatique. Quel conseil donner? Il faut écouter ses adhérents, ses membres, et être à l'écoute de leurs besoins. Et puis après, ne pas hésiter à casser des codes. Moi, quand je suis arrivé, on a fait la première assemblée générale de la fédération à Station F. C'était pas vraiment les lieux où on allait habituellement. Bah non, c'est pas... Et en fait, ça s'est bien passé. Donc tout le monde m'a dit, mais attends, mais comment vous avez fait pour réserver Station F? On a dit, bah, c'est simple. Magali qui est là, a pris son téléphone, elle l'a appelé et on l'a réservé. Voilà, donc il faut aller peut-être des fois au-delà des positions, et c'est pas parce qu'on est une zone de confort, etc. Voilà, donc faut pas hésiter à bouger les lignes, casser un peu les codes, et puis vraiment rester à l'écoute. Ça reste du business, ça reste un environnement à développer pour nos entreprises, donc c'est ça qui est important. Louis, avant vos questions, si vous avez des questions, des remarques, allez-y. Justement, comment on crée cet écosystème, comment est-ce qu'on provoque justement ces alliances? Alors, chez Carbon Mats, on est sur un sujet de data, mais avant tout, on est quand même sur un sujet humain, et il y a plusieurs acteurs dans une chaîne. Des fois, ils ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement communs, mais au fond, il faut simplement mettre tout le monde autour de la table. Et l'avantage, c'est qu'en dehors des sujets économiques, sur les sujets environnementaux, comme vous l'avez précisé avant, on est quand même d'accord, et à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a quand même des vraies connexions qui commencent à se faire. Parce que un des sujets qui peut parfois être un peu compliqué, que ce soit dans la filière laitière ou même dans le sujet du scope 3, c'est que les gens ne veulent pas nécessairement partager la data. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on met tout le monde autour d'un dîner, autour d'un plateau de fromage, des fois avec un verre de vin, et au bout d'une heure ou deux, les gens se mettent d'accord, et à partir de là, ils sont d'accord pour contribuer, parce qu'au final, en fait, la résilience de leur filière dépend de leur coopération. Évidemment, nécessairement. C'est très bien expliqué, Louis Chavannes. Question, remarque, peut-être. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Nicolas Saint-Cyr, je représente la société Energency. Donc, j'entends beaucoup de mots-clés qui résonnent, puisque c'est mon quotidien. Energency, on est un acteur industriel, donc un développeur de logiciels qui est focalisé sur l'industrie, qui est cousin de ce que vous proposez sur le CO2. Notre métier, c'est de croiser l'énergie, la production et les process, les données d'énergie, de production et de process. Pour aller chercher ces fameux gisements d'économie d'énergie, on ne fait que ça au quotidien pour des acteurs de l'agroalimentaire, du papier, de la métallurgie et j'en passe, et à tout niveau de maturité. Donc autant des gens qui commencent à avoir un minimum de données que des gens qui sont déjà beaucoup plus loin. Et j'étais curieux de savoir, j'ai ma petite idée parce qu'on a des cas d'usage, mais je voulais savoir si vous pouviez témoigner des gains concrets que vous avez obtenus par l'IA
et si toutefois vous en avez avec les acteurs que vous avez retenus. Et je serais ravi d'en discuter avec vous sur une prochaine occasion. Mais je voudrais savoir si vous avez la possibilité de témoigner de gains. Parce que pour moi, le CO2, c'est un sujet de traçabilité et de montrer patte blanche. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan de la concrétisation et de la compétitivité qui en découle? Merci beaucoup, monsieur. Alors, est-ce que vous avez quantifié, justement? Alors, on est dans une phase de mise à l'échelle et on transforme des projets souvent en pilotes et de pilotes en projets un peu plus industrialisés. Sur la partie IA, on est à plutôt cette phase-là. Mais l'idée, c'est quand même d'aller significativement sur des baisses de, on va dire, 15 à 20% sur des consommations sous l'espace de 10 ans, quoi. C'est ça un peu l'objectif qui est visé. On parlait du méthane avec d'autres intervenants tout à l'heure. Le méthane, on a des solutions qui peuvent exister aujourd'hui, parce que l'un des problèmes, l'émission de gaz à effet de serre, c'est beaucoup dans la ferme, et dans la ferme, c'est beaucoup lié à l'émission de méthane par les vaches. Et sur les émissions de méthane, on a des solutions qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à des baisses de 20 à 30% en émissions de méthane. Donc, quand je dis... Alors, il n'y a pas de solution miracle, ni sur l'énergie, ni sur le méthane, ni sur le carbone, ni sur l'eau. C'est un ensemble de leviers qu'il va falloir activer ensemble et qui permettront collectivement de pouvoir arriver sur des baisses. Donc, c'est pour ça... Pour l'instant, on est encore sur des pilotes. Je ne m'avancerai pas sur des réductions. Il y a des tests, il y a encore du fine-tuning à trouver. Mais globalement, c'est de l'ordre de cet ordre de grandeur que je vous ai indiqué tout à l'heure. Question, remarque. Alors, allez-y. Alors, monsieur Dubois de Rhône Élevage Conseil, voilà, qui était avec nous en début d'après-midi. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'intervention et je suis tout à fait d'accord sur le partage de valeur. Donc moi je dirige une petite association d'éleveurs, 400 éleveurs adhérents. Donc aujourd'hui la donnée méthane on l'a à l'échelle de la vache tous les mois. Sur le flacon de lait il y a une méthodo. Après donc aujourd'hui je suis capable de prédire l'évolution du méthane sur l'élevage Rhône si je prends à l'échelle de 10 ans. Je pense qu'il ne faut pas annoncer le 20-30% par des additifs chimiques mis dans un rumen de vache dans des conditions. Est-ce que demain le consommateur est prêt à accepter ça? Moi je serais plus prudent, beaucoup plus prudent parce que nous les éleveurs ils disent aujourd'hui moi de nourrir mes animaux c'est nourrir avec des matières premières produites sur mon exploitation. En quoi on va m'obliger à donner un produit, un additif? C'est trop dangereux pour la filière, c'est trop dangereux, faut pas. Et après, pour moi, le but du gain potentiel, il est là. Demain, on va indexer les animaux. On sait à l'échelle de l'élevage, et parlons plutôt de gain potentiel de 5 à 10%. Pourquoi faire des annonces qui, pour moi, du coup, mettent pas les éleveurs acteurs? Alors, autour de la table, peut-être un soir quand ils ont beaucoup bu, mais quand ils se réveillent le lendemain matin, ils ne le font pas. Et je pense que c'est important à comprendre. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de créer des associations d'éleveurs qui sont capables d'aller voir les pouvoirs publics pour réellement dire, voilà, nous, à l'échelle d'un département comme le Rhône, combien je suis capable d'engager. Et faites attention, avec la déprise laitière, demain, on n'aura plus de vaches, on n'ouvrira plus la planète. Alors pour vous répondre là-dessus, je pense qu'il y a un sujet très important que vous avez évoqué, qui est l'acceptabilité à la fois par les éleveurs et l'acceptabilité par le consommateur. Et quand je parlais des 20 à 30%, c'était en activant tous les leviers. C'est-à-dire qu'il y a l'alimentation, mais on sait bien qu'il y a la gestion du troupeau, il y a la génétique, il y a aussi la gestion des effluents. Enfin, on a un certain nombre d'éléments sur une exploitation sur lesquels on peut jouer. Et les 20-30% n'étaient pas uniquement sur la partie alimentation. Mais il y a des sujets qui posent question. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un vaccin qui permettait de réduire les émissions de méthane auprès des vaches? Eh ben, je vous le dis. Et autant vous dire qu'on a fait des tests sur un panel, un focus group, pour savoir si les consommateurs seraient prêts à aller sur un vaccin anti-méthane. Je peux vous dire qu'après le Covid, il y en a certains qui freinent un peu des cas de fer. Voilà. Donc il y a des solutions qui seront acceptables, il y a des solutions qui seront moins acceptables. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver le bon équilibre entre les deux. Vous pourrez prolonger peut-être la conversation après. Dernier point, on va se quitter dans une poignée de secondes, François-Xavier Huard. Il va se passer quoi le 26 novembre à Station F et puis avec nos quartiers ont du talent? C'est ça, le 26 novembre, on reprend notre résidence à Station F. Et la matinée, donc, on va la passer à travailler sur l'industrie laitière de 2030.
Donc on fait venir des industriels laitiers, on fait revenir des startups. J'espère que Louis sera là ici. Il dit oui. Et on va surtout faire venir, en fait, on va travailler sur un des aspects, on va dire, de notre politique RSE, qui est la partie plutôt attractivité de notre métier, notre image auprès des jeunes notamment. Et quoi de mieux que des jeunes pour parler eux-mêmes de ce qui les concerne. Et donc on va lancer un partenariat avec nos quartiers en des talents, qui s'occupe notamment de donner du temps, des parrainages et de l'accompagnement sur des codes dans le marché du travail à des jeunes qui sont plutôt, viennent des quartiers plutôt soit urbains ou ruraux. Et donc, on va leur permettre de venir avec nous construire l'industrie laitière de demain, avec les industriels laitiers, avec les startups. C'était passionnant. En tout cas, bravo à tous les deux. C'est bien de voir justement cette alliance, cette collaboration entre un monde traditionnel, l'industrie laitière, évidemment, c'est historique. Il y a du lait qui sort des vaches depuis des millions d'années. Et puis, justement, des startups. Toujours vers quoi? Vers la décarbonation. En tout cas, félicitations à tous les deux. Je pense qu'on peut applaudir François-Xavier Huard à la tête de la Fédération nationale des industries laitières. Merci. Et puis Louis Chavanne de Carbon Maps. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. C'est ça aussi Big, c'est l'innovation, c'est la rencontre avec tous ces secteurs. On a passé une très bonne journée ici à l'Estrade. Merci d'être venu nous avoir accompagnés, d'avoir posé des questions. Et puis à très bientôt, j'espère.